Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, TV5 Monde et les Indés Radio qui regroupent 130 radios sur tout le territoire français. Une matinale en deux parties, dans un instant le JT des territoires et le club de la presse. Et puis en deuxième partie, territoire d'info avec notre invité politique du jour, aujourd'hui Maël Decalan qui est candidat à la présidence des Républicains. Voilà, tout de suite pour le JT des territoires. Après la dévastation, on commence ce journal par la solidarité. Direction Saint-Barthélemy pour 20 artisans gardois. Sur place, les bénévoles prêteront main forte pour remettre en état la ville victime de l'ouragan Irma. L'appel à la solidarité est lancé par la Chambre des métiers de l'artisanat du Gard, jumelée avec la Chambre économique de Saint-Barthélemy. Un reportage de Laurie Chamerla pour TV Sud. Philippe Canobi est électricien à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard. Dans 2 semaines, il s'envolera à Saint-Barthélemy pour venir en aide aux sinistrés de l'ouragan Irma. De par ma profession, c'est plutôt pour mettre en sécurité les installations avant qu'elles soient remises sous tension pour éviter tout incident et toute électrocution. Le Gardois n'en est pas à sa première. En 89, Philippe Canobi participait au premier convoi de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Gard, envoyé en Guadeloupe après l'ouragan Hugo. C'est pas tant l'aide, mais c'est vrai que de se sentir soutenu, ça apporte quand même du réconfort et c'est quand même primordial dans ces moments-là. Comme lui, 20 artisans prendront la direction des Antilles début octobre. Jumelés avec la Chambre économique de Saint-Barthélemy, c'est tout naturellement que la Chambre de métiers et de l'artisanat a lancé l'initiative. C'est une initiative avant tout solidaire. Solidaire parce que l'artisanat gardois, les artisans en règle générale et dans ce département plus particulièrement, ont toujours été solidaires de leurs collègues. Ayant été nous-mêmes souvent touchés par des inondations, que ce soit sur Nîmes, sur Bagnols, Alès ou Sommières, on a été touchés par les inondations et c'est un juste retour des choses que d'aller aider aujourd'hui nos collègues dans les Antilles. Des places sont encore libres pour le convoi humanitaire. Un numéro est mis en place pour les inscriptions et les dons. Les départs sont prévus les 5 et 9 octobre. Paris a obtenu les JO 2024 et Marseille fait la fête. C'est pas très étonnant puisque la ville organisera les épreuves de voile et accueillera des matchs de foot. C'est un reportage de Manon Mujica pour Provence Azur TV. C'est désormais officiel, le CIO a tranché, les JO de 2024 se dérouleront à Paris, mais aussi dans la cité phocéenne. Hier soir, l'annonce a été célébrée en grande pompe à l'hôtel de ville. L'occasion d'oublier un temps les rivalités qui opposent Marseille à la capitale. Évidemment que nous sommes heureux pour Paris, pour la capitale, pour la France, et en même temps heureux d'y être associés. Ne parlez pas de Paris Saint-Germain ou de l'OM, ça c'est pour d'autres choix. Ici, nous sommes réunis, nous sommes ensemble, nous sommes heureux. Vive la France, vive Paris et vive Marseille. La rade marseillaise accueillera les épreuves de voile. Une partie de la compétition de football, dont une demi-finale, se jouera au stade Vélodrome. La pétanque sera peut-être aussi de la partie. La discipline devrait faire son entrée aux Jeux Olympiques, de quoi ravir les adeptes. J'espère qu'on va peut-être raccrocher quelque chose en plus en supplément à Marseille. En tout cas ici, dans le département, on est prêt pour accueillir la totalité des sports. On est très multisport dans le sud et la pétanque est née ici. Donc c'est tout à fait logique que nous soyons tout à fait favorables à ce que ce jeu s'inscrive dans les Jeux Olympiques. C'est un jeu qui est tout à fait remarquable et qui nous permet encore plus de rayonner. Donc on est à fond pour la pétanque. La ville compte investir 25 millions d'euros pour accueillir les épreuves. Une tribune de 5000 places sera notamment aménagée sur la corniche Kennedy, où le public pourra observer les navigateurs. Un investissement important que la mairie compte bien rentabiliser. C'est un facteur d'attractivité du territoire, parce qu'après les Jeux de Tokyo, en 2020, jusque 5 ans après ceux de 2024, ça veut dire une période de 10 ans, eh bien, il y a des compétitions de voile qui se déroulent ici. Ça veut dire des milliers de compétiteurs qui viennent, ça veut dire des accompagnants, ça veut dire des entreprises ici qui vont bénéficier de tout ça. C'est aussi des retombées économiques, pas seulement à court terme, pas que pendant les 3 semaines ou le mois des Jeux Olympiques, mais aussi des années avant et des années après. En parlant d'années, il faudra encore attendre 7 ans avant d'assister à la compétition. À vos marques, prêts,
patienter. Direction la Gironde maintenant dans ce journal des territoires. La fin des animaux dans les cirques. C'est ce que réclame l'association ACTA qui organisait hier après-midi un rassemblement sur la place des Quinconces à Bordeaux à quelques pas du cirque Pinder. Les militants veulent sensibiliser sur la captivité des animaux sauvages dans les cirques et notamment dans la capitale girondine. Christophe Chavanneau pour TV7 Gironde à Bordeaux. Mais ça vous dirait la prison à vie, vous aussi, ça vous plairait être enfermé toute votre vie? Ce n'est pas forcément un hasard si l'association ACTA, comme Agir contre la torture des animaux, s'est installée devant la place des Quinconces, là où un cirque de renom propose actuellement son spectacle. Leur revendication, que Bordeaux n'accepte plus les cirques qui proposent des spectacles avec animaux. C'est compliqué, je sais que ça va être long, mais qu'ils ne prennent pas ça comme des agressions. Mais à un moment donné, il faut évoluer. Certains cirques l'ont fait comme Solferino et une branche de la famille Bouglione, de leur propre chef. Ils ont vu que la société évoluait, que les gens étaient sensibilisés à cette question et d'eux-mêmes ont arrêté les spectacles avec des animaux dans leur cirque. Si on se cantonne à la Gironde, on a eu Pessac en octobre 2016. On a l'exemple plus récent de Mérignac, fin juin, après la seconde et troisième ville de la Gironde. La première devrait prendre l'exemple. Objectif du jour, sensibiliser le public à leur cause et si possible faire signer leur pétition en ligne. Un message qui fait écho chez certains. Je suis très sensibilisée parce que j'adore les animaux et je trouve inadmissible qu'on ne dise pas qu'ils sont heureux, ce n'est pas vrai. D'accord qu'il y a de la maltraitance animale dans les cirques, que les gens ils n'ont pas forcément conscience du traitement des animaux, du mauvais traitement infligé aux animaux et surtout que c'est mis devant les yeux des enfants qui ne sont pas forcément conscients de tout ça et ça amuse mais pas forcément éthique je pense. La pétition a par ailleurs reçu à ce jour un peu plus de 1500 signatures. De jeunes dirigeants se ressourcent dans les Vosges. Les membres de la section nancéenne du CJD, le Centre des jeunes dirigeants, participent durant 2 jours à un séminaire au cœur de la forêt de Darney. Une immersion en pleine nature pour vivifier l'esprit créatif, travailler à la cohésion et se ressourcer. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions y a assisté. On est bien d'accord qu'on va sortir de tous les éléments repérables et autres. On est au cœur de la nature, au cœur de la forêt. Voilà, c'est parti. Allez. Et c'est effectivement parti pour près de 3 heures d'une balade au cœur de la forêt de Darney. Pour respirer, se vider la tête et donc se ressourcer. Mais pas seulement, on va le voir, car Philippe Poulet, accompagnateur en montagne, ne s'adresse pas à de simples touristes. 35 membres du CJD, Centre régional des jeunes dirigeants, ont récemment et délibérément choisi le temps d'un séminaire de 2 jours de quitter leurs habits de patron et de camper leur tente dans la clairière du Verbamont. Une immersion en pleine nature pour stimuler l'esprit créatif et repenser le rôle d'entrepreneur. Aujourd'hui, l'environnement économique, je dirais, nous impose parfois de faire des pauses et de nous recentrer. Il faut rompre avec notre quotidien. C'est pas très confortable parfois. Alors nous sommes devant des êtres vivants comme nous, qui respirons. À chacun alors d'enlacer l'arbre de son choix. Un petit câlin plein d'énergie. C'est énergisant. Je sens l'énergie. En changeant de décor, on va changer nos pensées. Il y a des pensées nouvelles qui vont nous arriver. C'est propice à la création. C'est propice également à se séparer de ce qu'on traîne, nos petites gamelles dans la vie. Vous savez, les petites voix qui nous parlent, tout ça. Ben, cet endroit est propice pour ça. Là, on est dans un milieu où on a moins l'habitude d'être, donc ça fait partie d'une nouvelle source d'inspiration pour progresser, se remettre en question. On vient d'avoir une super explication de notre animateur qui nous expliquait qu'on a certaines chaînes, vous avez derrière ou ici, qui ont 200 ans, qui prennent le temps d'évoluer. Donc voilà, ça permet de ressentir la vie réelle. Dormir sous la tente, se retrouver autour d'un bon feu de bois. Dans cette clairière, durant 2 jours, une cohésion de groupe va peu à peu se former, y compris avec les nouvelles recrues du CJD. Être JD aujourd'hui, c'est faire le choix de rompre l'isolement. Le métier de chef d'entreprise, d'entrepreneur est un métier qui finalement isole. On dit souvent on est seul face à nous-mêmes. Se retrouver tous ensemble déjà pour partager, mieux se connaître, avant d'entamer les phases un peu plus de travail pendant l'année. Je pense que c'est une très bonne chose, surtout dans un cadre aussi sympa.
De quoi débuter la rentrée sur de bons pieds. Ils sont à ce jour en France 17 CJD régionaux pour quelques 118 sections locales et 5000 membres environ. Tout à fait autre chose, on part à la découverte d'un tunnel maintenant sur le canal de la Marne au Rhin. Le tunnel de Mauvage avec ses 4877 mètres est le deuxième tunnel fluvial le plus long de France. L'ouvrage a été construit entre 1841 et 1846 et il permet au canal de la Marne au Rhin de relier les deux bassins, Rhin-Meuse et Seine-Normandie. Entre les deux guerres, plus de 70 bateaux franchissaient le tunnel quotidiennement et aujourd'hui, si le trafic a bien baissé, c'est toujours 400 bateaux de plaisance et 75 péniches qui traversent chaque année l'ouvrage. Jean-François Ambroise pour Mirabel TV l'a pratiqué. Oui, c'est Michel, donc je suis au tunnel à Mauvage, on rentre à 3 personnes. Il y a un bateau qui va rentrer de l'autre côté dans un quart d'heure. Dans combien de temps? Un quart d'heure. D'accord, eh ben on va le croiser, très bien, très bien. Le PC de Bar-le-Duc averti, nous pouvons entrer dans l'ouvrage et emprunter la passerelle de service. C'est parti pour 4877 mètres dans le deuxième tunnel fluvial le plus long de France, le tunnel de Mauvage. Voilà, c'est la passerelle de service qui permet d'accompagner la traversée du tunnel par un agent de VNF. Nous sommes dans la Meuse, sur le canal de la Marne au Rhin. Cet ouvrage relie les deux bassins, Rhin-Meuse et Seine-Normandie. Construit entre 1841 et 1846, le tunnel répond à une problématique de terrain. Nous sommes ici sur le point le plus haut du canal, à 280 mètres d'altitude. On est sur la ligne de partage des eaux, donc c'est une crête entre les deux bassins. Et plus on monte, moins il y a d'eau. Donc à un moment, il faut s'arrêter pour pouvoir alimenter le canal. Et là, on a un point où on peut être alimenté par les rivières proches, le Renin en particulier. Le canal est mis en service en 1853, période faste pour le transport fluvial et ferroviaire. Entre les deux guerres, le tunnel voit passer jusqu'à 70 bateaux par jour, chargés de charbon, de bois ou encore de céréales. Et la traversée se fait grâce à un équipement bien spécifique. Jusqu'avant la Seconde Guerre mondiale, les bateaux n'étaient pas motorisés et ils faisaient l'objet d'une traction par halage. Et dans le tunnel, un équipement particulier, mais traditionnel pour la voie d'eau, c'est le touage par une chaîne noyée. Le touage par une chaîne noyée utilise un bateau, un toueur électrique, alimenté par une ligne en 600 volts continue et qui s'agrippe à la chaîne noyée pour se déplacer et tracter les péniches jusqu'à une dizaine amarrées derrière lui. Et le toueur aura fonctionné jusqu'en 2011. Aujourd'hui, les bateaux traversent le tunnel, les moteurs allumés. Des équipements de sécurité ont été installés dans l'ouvrage, notamment pour contrôler la qualité de l'air. Au loin, une lumière apparaît. Le bateau de plaisance est en approche. Il lui faudra 45 minutes pour parcourir les 4877 mètres du tunnel. Une péniche, elle, mettra 1h30. Aujourd'hui, le trafic a bien réduit. 400 bateaux de plaisance et 75 péniches franchissent le tunnel chaque année. Et après la dévastation, on n'oublie pas Cuba et Miami qui ont été fortement impactés par le passage de l'ouragan Irma. Vous pouvez manifester une forme de solidarité en allant voir une belle exposition qui rend hommage à la culture cubaine. Une exposition consacrée à Cuba, La Havane, Miami, portrait de famille, qui est jusqu'au 17 septembre au Centre culturel de rencontre Abbaye Neumünster à Luxembourgville. Elle a été réalisée par Bertrand Rosenthal, ancien directeur de l'AFP à La Havane. Kim Hammerschmidt pour Mirabel TV s'y est rendu. Ces visages sont des portraits colorés aux expressions badines. Et les ruelles de sa capitale, aux pavés inégaux et couleurs chatoyantes, un lieu de vie où l'on s'y perd volontiers. Cuba est l'un de ces récits que l'on compte sans en saisir tous les mystères ni toute l'authenticité. Hors du temps, elle est d'abord une île de contraste. D'un côté, ceux qui vivent rêvent de jours meilleurs sur une île encore bercée par le socialisme. De l'autre, ceux qui l'ont quittée pour son géant voisin contribuent à perpétrer l'âme d'une culture qui ne meurt jamais. Cette culture, c'est un reporter français qui la raconte. Cet homme-là, qui est Bertrand Rosenthal, il collectionne des photos de presse de Cuba. En fait, il est tombé amoureux de Cuba
Et il a commencé à collectionner des photos de presse, beaucoup. Et aussi des photos de presse de Miami. Bertrand Rosenthal avait déjà proposé l'exposition au Centre Pompidou Paris il y a 15 ans, mais elle n'a jamais vu le jour. Le Luxembourg y était plus réceptif, sans doute grâce aux origines cubaines de la Grande-Duchesse, mais aussi à l'actualité du moment. Je dois admettre qu'à la mort de Fidel Castro, on s'est dit waouh, mais en fait c'est totalement actuel. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est des photos de presse, ce ne sont pas des photos artistiques. Comment réconcilier un peuple dont les frontières divisent, mais dont l'exception culturelle perdure? Pour répondre à la question, une cinquantaine de clichés confrontent la vie des Cubains sur l'île et celle des expatriés en Floride. Dans cet état du sud de l'Amérique, ils sont 2 millions, dont 800 000 rien qu'à Miami, 3 générations d'exil qui incarnent l'opposition anticastriste. Bien sûr, les relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis se sont normalisées avec la levée de l'embargo. Et s'il est désormais possible de rejoindre l'île depuis le sol américain, beaucoup de Cubains quittent encore l'île sur des radeaux de fortune. Il n'empêche qu'entre ceux qui partent et ceux qui restent, le sentiment d'unité rassemble. Après Luxembourg, l'exposition pourrait s'envoler vers d'autres grandes villes européennes. Voilà, le JT des territoires se poursuit. À 8h, c'est Territoire d'Info avec l'invité politique. Aujourd'hui, c'est Maël de Calan qui est candidat à la présidence des Républicains qui sera notre invité politique. Dans un instant, c'est la revue des unes de la presse quotidienne régionale, puis le club de la presse. Tout de suite, c'est la une de vos journaux en province aujourd'hui. Voilà, vous le savez, alors qu'un adolescent de 14 ans a été interpellé, il est soupçonné d'être à l'origine de près de 20 incendies qui ont ravagé la région. La Provence titre aujourd'hui sur le rapport incendiaire, le cancer des pompiers. Selon un document confidentiel que ce journal s'est procuré, les soldats du feu risquent aussi leur vie à cause du cocktail de particules toxiques auxquelles ils sont exposés durant leur carrière. C'est une enquête de la Provence à la une de ce journal aujourd'hui. On le recevait hier sur ce plateau même, c'est le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Ouest France titre sur éducation, la nouvelle école du ministre. Pour le Midi Libre, c'est les portables bannis des collèges en 2018. Il en a parlé hier d'ailleurs en expliquant qu'il fallait mettre des casiers spéciaux. Le ministre de l'Éducation multiplie les annonces pour la prochaine rentrée. Pour le Nord littoral, c'est la SNCF qui est à la une. Où sont les emplois promis après la fin de 6 France? La SNCF Développement devait booster Calais sur le plan du numérique. Et c'est une enquête en page 3 de Nord littoral. Pour l'Écho de Haute-Vienne, pauvreté croissante chez les seniors. Pauvres de nous. Le rapport annuel du Secours populaire et de l'Ipsos sur l'état de la pauvreté en France présente un bilan tragique de l'aggravation de la situation sociale et notamment de la pauvreté chez les seniors aujourd'hui dans l'Écho de Haute-Vienne. Pour l'Est éclair, c'est Patrick Henry vers la sortie. Patrick Henry est atteint d'un cancer. Il saura aujourd'hui si sa demande de suspension de peine pour raison médicale est acceptée. Il avait été condamné à 3 il y a près de 40 ans pour le meurtre du petit Philippe Bertrand. Et vous avez la photo de Patrick Henry à la une de l'Est éclair aujourd'hui. Pour Presse Océan, c'est le pacte, c'est à la mode, le mariage à la peine. En Loire-Atlantique, selon l'INSEE, le pacte civil de solidarité fait désormais presque jeu égal dans le département avec le mariage, en baisse constante depuis 15 ans, à la une de Presse Océan. Pour la presse de la Manche, cette fois, la France doit soutenir les plages du Didet. Hier, sur la plage de Juno Beach, la région Normandie s'est lancée dans une opération de séduction dans le cadre de l'inscription des plages du débarquement sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Initié en 2008, ce projet attend désormais le soutien de l'État pour aborder la dernière ligne droite. Une décision finale est attendue pour juillet 2019. Pour le Courrier de l'Ouest, elle défend le patrimoine en souvenir de son père. C'est Céline Couffin qui ouvre les portes de la Constantinière ce week-end lors des Journées du patrimoine. Une façon de rendre hommage à son père décédé cet été qui a restauré ce logis ce week-end. Ce sont donc les Journées du patrimoine, ne l'oubliez pas. Pour le Courrier Picard, c'est le patrimoine, un jeu d'enfant. C'est un cahier spécial de 16 pages sur ces journées organisées ce week-end sur le thème de l'enfance pour le Courrier Picard. Et puis pour la Voix du Nord, musique, écho de l'Antiquité. C'est le nouveau défi
du Louvre-Lens qui est ouvert jusqu'au 15 janvier 2018. C'est gratuit ce week-end pour son lancement et La Voix du Nord, donc titre là-dessus aujourd'hui. Voilà, sans transition, c'est le club des éditorialistes de la presse quotidienne régionale, nationale ou télévisuelle d'ailleurs, avec Luc Laventure. Bonjour. Bonjour. Et merci Cyril. d'être avec nous, Luc. Ce matin, vous êtes Outre-mer 360. C'est une TV et un site consacré à l'outre-mer. Vous dirigez donc ce média et on va parler avec vous. On va faire le point évidemment sur cette semaine écoulée à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Et puis Jérôme Cordelier nous rejoint aujourd'hui, vendredi. Il est rédacteur en chef des éditions locales du Point et on parlera avec vous de la mer. Jérôme Cordelier. Bonjour Cyril. Bonjour et merci d'être là. Alors l'ouragan Irma a ravagé l'île Saint-Martin mais n'a pas éliminé les frontières entre riches et pauvres. Saint-Barthélemy et Saint-Martin, entre le nord résidentiel et le sud avec ses bidonvilles de tôle et sa population immigrée, les inégalités face à la catastrophe sont criantes, Luc Laventure, et on le constate sur le terrain. Oui, tout à fait. On a l'impression qu'effectivement, Irma est un révélateur, une espèce de radioscopie. Le coup de vent est passé, puis brusquement on s'aperçoit que la carte postale est déchirée, elle est éparpillée. On s'aperçoit effectivement que cette carte postale qui nous faisait croire qu'il n'y avait que des riches à Saint-Martin, eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a 15% de la population qui a de belles villas, ce qu'on appelle les people, et puis le reste, c'est quand même... Ils sont positionnés au nord. Tout à fait. Tout à fait. Et on s'aperçoit, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, la partie néerlandaise n'est pas du tout, n'a même pas la même structure sociale que la partie française. La partie néerlandaise, vous avez à peu près une population avec un taux de chômage d'à peu près 15-20%. Dans la partie française, on a un taux de chômage qui approche les 40%. Cette radiographie, effectivement, a été révélée par Irma. Alors, 7 navires de la Marine nationale, 2000 hommes envoyés en renfort, 120 tentes gonflables, 40 groupes électrogènes face à cet inventaire. Est-ce que l'État a failli, au fond, comme le disent certains responsables politiques? Je ne pense pas qu'il faille le dire de cette façon. Je pense qu'effectivement, il faut reprendre les choses à la base. Je pense que la France, et on va le voir tout à l'heure avec Jérôme, parce que c'est une des vieilles marottes de Jacques Attali, la France n'a jamais assumé son passé colonial, et la France n'a jamais assumé ses surfaces maritimes. Deuxième puissance mondiale grâce aux Outre-mer, deuxième puissance mondiale grâce à ses possessions, entre guillemets, dans le sud, mais la France reste un pays hexagonal replié sur lui-même, alors qu'il devrait s'enorgueillir d'avoir des parties d'elle-même qui sont en zone tropicale humide. Alors, il n'était pas possible d'avoir une anticipation supérieure, a dit le chef de l'État. Et cette phrase que beaucoup ont jugée malheureuse, la France est en train d'organiser le plus grand pont aérien depuis la Seconde Guerre mondiale. C'était des erreurs, ça, de proclamer ça, Jérôme Cordelier. En même temps, il faut qu'il vient d'abord, il vient, hein, il est sur place avec plusieurs ministres. Donc, il est obligé de faire face à cette situation. Mais ce qui est vrai, ce qui est intéressant, c'est que cette situation, cette tragédie, est un révélateur du rapport qu'on peut avoir avec la mer, et notamment par rapport à notre politique maritime. Alors ce qui est intéressant, c'est que le hasard fait que j'ai rencontré là pour le Point cette semaine Jacques Attali, qui publie un bouquin sur l'histoire de la mer, et qui raconte justement comment la France, 9 fois, à 9 reprises au cours de son histoire, a loupé le coche d'avoir une grande politique maritime, alors qu'on est le pays qui a le plus grand domaine maritime, les plus nombreux kilomètres de côte. C'est des gisements d'emplois remarquables. Il y a tous les matériaux dans les smartphones. Dans le postillon, qui est la fin du journal, c'est voilà. Attali, France, qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait? Voilà, exactement. Par exemple, alors il donne quelques exemples qui sont quand même piquants, savoureux. François Ier, quand il crée le port du Havre, alors on crée le port du Havre, c'est magnifique, on fait un hangar à bateaux pour faire de la construction navale. Le premier paquebot qu'on construit, il est trop gros, il passe pas pour sortir du hangar, donc on est obligé de le détruire. Après, on crée un collège royal, je crois au début du 19e siècle, on crée un collège maritime pour former l'élite maritime. On le situe à Angoulême, à 100 km de la mer. En 1790, quand on crée des préfectures, aucun grand port, il y a 5 ports en France, aucun
qu'aucun de ces grands ports n'est décidé comme préfecture. Donc voilà, il y a une suite de choses et qui continue jusqu'à maintenant. On tourne le dos à la mer et c'est quand même, c'est tragique, c'est tragique. Les centres de décision sont à l'intérieur de l'Hexagone, mais jamais au niveau des ports. Sauf Marseille. Quand on a par exemple Marseille c'est quand même ouvert sur non seulement la Méditerranée, sur l'Afrique. À part Marseille, il n'y a pas de... Et encore, pour y avoir été hier en reportage, il y a encore beaucoup de chemin à faire, hein, parce que pendant très longtemps, Marseille aussi s'est tourné vers la terre, alors que Marseille est en train de devenir et pourrait être le grand port de la Méditerranée. Hein. On en est donc toujours à McMahon avec... et un des grands ports européens. Absolument. Marseille a eu toujours cette ambition d'être le port de Lyon, par exemple, le grand port de Lyon. On est en train d'y venir, mais c'est pas encore le cas. Alors, une petite touche positive tout de même, Luc Laventure. Il y a aussi des bonnes nouvelles. J'ai noté qu'au milieu de ce chaos, de cette destruction, la solidarité était quand même très forte à Saint-Martin. Et c'est une belle histoire. La seule boulangerie épargnée par le cyclone distribue du pain gratuitement à des habitants qui manquent de tout, de l'eau, des vivres, de l'essence. J'allais dire c'est normal. C'est normal parce que nous sommes dans une culture dans le Sud, une culture de la solidarité. Mais de la solidarité totale, ce qu'on appelle aux Antilles le coup de main. C'est-à-dire que quand vous avez une maison à construire, quand vous avez un champ à labourer, quand vous avez un problème, tout le monde se réunit, tous les voisins se retrouvent et autour d'un punch, d'un soda, etc., on agglomère toutes les forces et on crée le coup de main. Et ce coup de main, effectivement, a été très remarqué et très remarquable à Saint-Martin. Le coup de main contre le coup de mer. Voilà, le coup de main, absolument. Et ils ont pris la main, si je puis dire, dans le coup de main. Et je trouve ça très intéressant. Et le coup de main à l'intérieur de Saint-Martin, coup de main également au niveau de l'Hexagone, parce que c'est vrai qu'ici, nous sommes une terre presque d'exil à un moment donné, puisque avec le Bumidum, il y a eu beaucoup d'Antillais qui sont venus ici dans les années 60-70. Au niveau d'Outre-mer 360, on a créé un pont de solidarité avec les réseaux sociaux d'urgence. Et puis, toutes les associations se sont réunies. Il y en a une de Saint-Martin qui s'est réunie avant-hier à la mairie de Paris. Je vais épingler quand même quelque chose que fait quelqu'un qui est responsable de formation aéronautique, Lucien Plaisance, qui cherche justement d'autres avions pour pouvoir faire des ponts aériens. Il y a quand même deux perturbations à venir à surveiller, Luc Laventure. Voilà, et qui risquent de devenir des dépressions tropicales fortes. Dans les jours qui viennent, c'est à regarder, voilà, à scruter. Pendant que vous parlez. Voilà. Merci Luc Laventure, Outre-mer 360. Jérôme Cordelier, rédacteur en chef des éditions locales du Point, qu'on retrouve tout à l'heure pour le débrief de notre invité politique, Maël de Calan, qui sera l'invité politique de Territoire d'Info dans quelques minutes. Je vous y retrouve, à tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Journal des territoires.